Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire les maladies rares. Alors, pas définition, c'est quoi une maladie rare? C'est une maladie qui concerne un nombre restreint de personnes qui est quantifié à 1 par 2000 personnes en population générale. Elles sont complexes et concernent toutes les spécialités médicales. Maladie orpheline, c'est une maladie rare qui n'a pas de traitement. Donc, quand on a dit ça concerne toutes les spécialités médicales, n'importe quelle maladie qui a l'épidémiologie, donc une personne par 2000, est une maladie rare. Dans notre programme, on est intéressé et on est concerné par les maladies qui sont lysosomales. Le lysosome, c'est la petite organisme qui est dans les cellules et qui vient en gros débarrasser les déchets de la cellule. Et donc, quand on n'arrive pas à débarrasser le déchet de la cellule, on va avoir une symptomatologie. Donc, on a par exemple le lysosome fait une enzyme, l'enzyme elle est dirigée contre un déchet spécifique et donc on va avoir l'accumulation de ce déchet qui va donner la symptomatologie et pas l'enzyme elle-même, d'accord? Donc c'est le déchet qui donne la symptomatologie. Donc j'ai un déchet en plus et une enzyme en moins. Ça c'est un peu pour dire où est la physiopathologie de les maladies qu'on va voir. On va commencer avec la maladie de Gaucher qui est la plus fréquente d'entre toutes les maladies lysosomales. Donc c'est l'enzyme glycocérébrosidase qui est touchée. Donc la glycocérébrosidase ou là son activateur le sapocine C. Elle est symptomatique à partir de moins de 15% d'activité. Donc dès que tous les à moins de 15% d'activité, on va commencer à avoir la symptomatologie de la maladie de Gaucher. Le déchet, c'est le glycosyl céramide. Donc normalement, la glycocérébrosidase, elle va venir ici, elle va cliver. Non, tu mets le glycosyl, le céramide, mais le fait qu'il y ait un déficit fait que le glycosyl céramide, il va se déposer un peu partout et me faire des problèmes. Il faut savoir que les maladies lysosomales, c'est des maladies de surcharge. Et donc, quand j'ai un syndrome de surcharge, une maladie de surcharge plutôt, je vais avoir un syndrome de surcharge, une hépatosplénomégalie avec une cytopénie et des complications osseuses. Voilà. Donc, la physiopathologie, comme je viens de le dire, accumulation dans le lysosome des macrophages, ça va me donner les cellules de Gaucher qui sont caractéristiques. C'est pas vraiment caractéristique, c'est vrai que la prof elle a dit qu'ils sont caractéristiques, mais généralement quand on parle de quelque chose étant caractéristique, c'est qu'il pose le diagnostic wahdo. Alors que si on a par exemple un médulogramme qui fait les macrophages typiques le Gaucher, les cellules de Gaucher, eh ben il va pas poser le diagnostic. Je dois toujours faire le séquençage ADN. C'est pour ça que j'ai enlevé le caractéristique ici. En gros, ils seront activés, ça va donner le caractère systémique de la maladie. À la clinique, on a 3 types. On a la maladie de Gaucher type 1, la maladie de Gaucher type 2 et la maladie de Gaucher type 3. Donc le type 1, c'est une triade, organomégalie, l'atteinte osseuse et une thrombopénie. Le type 2, c'est purement neurologique et c'est généralement soit incompatible avec la vie, soit on aura une détérioration sévère dans la première année de vie. Et pour le MG3, on aura le MG1, donc la triade, avec une atteinte neurologique. Donc si on voit bien l'atteinte neurologique, on a soit le MG2 ou le MG3. Et la triade, on a le MG1 et le MG3. Donc quand je parle de la triade, je suis en train de parler de la symptomatologie de la maladie de Gaucher type 1 et du type 3 en même temps. Mais quand je parle du neurologique, je fais la différence entre le type 2 et le type 3. Alors, l'organomégalie, on a une splénomégalie et hépatomégalie, le plus longuement possible. Après, pour l'atteinte osseuse, c'est généralement le fait qu'on ait une insuffisance médulaire, voire une infiltration médulaire par les cellules de Gaucher qui me donne la symptomatologie. Déjà, je vais avoir une cytopénie. Et la cytopénie, elle va me donner une thrombopénie, anémie et leucopénie. Donc la thrombopénie, elle va me donner des hémorragies. Anémie, elle va me donner des asthénies. Et leucopénie, ça va me donner des infections à répétition, par exemple. Il faut savoir que la thrombopénie n'a pas le mécanisme. Donc, on a 2 mécanismes en vrai. Soit la séquestration splénique, la séquestration splénique, ou là, l'insuffisance médulaire due à l'envahissement de la moelle osseuse par les cellules de Gaucher. Où je mets à la séquestration splénique, c'est en gros la rate qui va retenir anormalement les cellules sanguines et ça va entraîner une diminution brutale des globules rouges et aussi des plaquettes, parfois même des globules blancs. Donc en gros, ça va me donner la thrombopénie. La même chose pour l'insuffisance médulaire qui est due à l'envahissement de la moelle par les cellules de Gaucher. Donc la moelle, elle va être envahie par les cellules de Gaucher et ça va pas laisser les autres lignées cellulaires se proliférer. C'est pour ça qu'on va avoir de la symptomatologie, la cytopénie. Pour les crises osseuses hyperalgiques, bassin et membre inférieur, c'est aussi la même chose. Ça sera à cause de l'infiltration médulaire. Les douleurs chroniques osseuses et articulaires, same thing. L'ostéopénie et l'ostéoporose, l'ostéi, il ne se régénère pas, les ostéoblastes,
Et le des fois, elle peut être carrément asymptomatique. Si l'enzyme elle est supérieure à 15%, on n'aura pas une symptomatologie spécifique. Ça, c'était pour le MG type 1 ou là le type 3. Donc, la symptomatologie, les triades. Voilà, les triades. Maintenant, si on passe à l'atteinte neurologique. Donc, le MG3 ou Chandé. On aura un strabisme convergent avec 3 tests qu'on va faire. Donc, un est la poursuite oculaire et le réflexe oculocéphalique. Dans le dernier, il y a la saccade oculaire où je vais faire des mouvements rapides de la tête à gauche et à droite et on va voir ce que qu'il y a une saccade. Et bien, là, je vais trouver la saccade horizontale. Et là, ça prouve qu'il y a une atteinte supranucléaire des noyaux gris. Le gaucher type 3. D'accord? Donc, on oublie les 2 premiers sont normaux et le troisième, il est pathologique. On peut avoir des troubles moteurs, on peut avoir des épilepsies et on peut avoir des troubles cognitivo-comportementaux. En ce qui concerne le MG2, donc là, on aura soit il est directement fatal, donc le fœtus n'est pas viable, ou là, il peut être asymptomatique à la naissance et la première année, on aura une atteinte neurologique progressive et surtout sévère. Il peut associer une hypo ou une hypertonie, des accès épileptiques, une paralysie supranucléaire et un strabisme qui va éventuellement évaluer vers une ophtalmoplégie. En ce qui concerne les complications possibles, donc la thrombophilie peut me donner des hémorragies. Le risque d'hémopathie, il parce qu'il y a la cytopénie, des proliférations, je peux avoir une prolifération anarchique et ça va me donner des hémopathies. Le risque de syndrome de Parkinson, qui m'a dit déjà les noyaux gris qui sont touchés, donc le syndrome de Parkinson n'est pas quelque chose d'anodin. Le risque de neuropathie périphérique aussi. Si je fais une splénectomie, j'aurai une aggravation osseuse. Pourquoi? Parce que les maladies de surcharge, une hépatomégalie, une splénomégalie, une atteinte osseuse. Et bien, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que la surcharge, ça a surtout fait les organes qui, généralement, ça fait même une activité hématopoïétique. Et proliférative des cellules des lignées, tout simplement. Et donc, je vais enlever le henaya, et ben je vais avoir la symptomatologie qui va s'aggraver. Pour le reste osseux, je peux avoir des fractures pathologiques. Une fracture pathologique, c'est une fracture qui vient après un traumatisme qui est minime. Donc, il n'est pas censé être cassé, mais il est cassé parce que les os sont fragiles. Une arthrose et scoliose et kyphose. Pour le diagnostic positif, devant la thrombopénie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais doser l'enzyme TAI, la glycocérébrosidase. Quand je vais la doser, il y a des séquençages ADN. Dans le cas où il y a normal, mais j'ai toujours la suspicion en tête, et maintenant je vais aller faire l'activateur le sapocine. C'est donc c'est soit l'enzyme ou l'activateur de l'enzyme qui ne va même pas la laisser s'activer, et ça c'est le sapocine. C'est donc après ça, nous avons un séquençage ADN. Le myélogramme ou en gros, le myélogramme, il ne va rien me faire. Il n'est pas nécessaire. Le cas, il gêne un patient, par exemple, hémato, il a fait une biopsie osseuse pour une raison ou pour une autre, ou le faire les cellules de Gaucher, ça ne va quand même pas me confirmer le diagnostic, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça ne va pas me confirmer le diagnostic. Je dois toujours aller faire le séquençage ADN, confirmer les bliquins et la mutation pour pouvoir passer. Et comme je l'ai dit, les gars, ils sont autosomiques récessifs vu qu'elles sont rares, à part la maladie de Fabry. Donc, c'est une mutation qui est autosomique récessive, la mutation due de la glycocérébrosidase, donc le GB1A, et elle vient généralement de 15 à 22 ans. Alors, on a fait le diagnostic, on a fait les complications. Il faut savoir que à l'âge adulte, il y a plus il coupe plus même les douleurs osseuses, donc les accès osseux. La prise en charge. Alors, la prise en charge qui est le traitement non spécifique, donc ça sera la symptomatologie, et qui est le traitement spécifique. Pour le traitement non spécifique, on peut recommander la splénectomie avec vaccin et antibiotiques. Dans le cas où il y a une séquestration splénique qui me donne des thrombopénies, par exemple, je peux faire des greffes osseuses devant les cytopénies et la symptomatologie. On peut faire des antalgiques à des accès hyperalgiques osseux, la vitamine D pour éviter l'ostéoporose et l'ostéopénie, même pour les biphosphonates, et les antiépileptiques dans le cas des gauchers neurologiques. Après, pour le traitement spécifique, on va prendre à vie. On va les prendre à vie. Et on peut soit prendre un substitut enzymatique ou là on peut réduire les déchets. Donc c'est l'enzyme qui est déficitaire et la symptomatologie vient à la le déchet. Et donc je peux soit soigner l'un ou la soigner l'autre. Le déchet généralement dans la plupart des maladies on peut
le prendre en charge avec le miglustat. Le miglustat, il prend en charge les déchets lysosomales. Par contre, l'enzymatique, je peux donner l'imiglucérase. Donc, c'est un substitut à la glycocérébrosidase. Voilà. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut la prendre. لازم يكون un candidat. Ou le candidat هذا لازم ماشي لازم يقدر يكون un maladie de Gaucher type 3. Donc, une seule critère suffit. L'anémie TAO تكون moins de 10. La thrombopénie TAO, elle est symptomatique ou là, elle est inférieure à 50 cas. Une splénomégalie qui est douloureuse. Ou là, une atteinte osseuse et une ostéoporose. C'est les candidats qui peuvent prendre le traitement spécifique. Sinon, autre que ça, il y a plus de risques que de bénéfices. Le bénéfice, il est plus que le risque. Ça, c'était pour la maladie de Gaucher qui est la plus fréquente parmi les maladies rares. Bon, là, on a le Fabry. Et le Fabry, ce qui est intéressant, c'est trace Y et elle est liée à l'X. Donc, c'est une maladie qui est liée à l'X. Voilà. Donc, c'est l'alpha-galactosidase et c'est les sphingolipides. Sphingolipides, c'est juste un type de lipide membranaire. Donc, la symptomatologie, contrairement au Gaucher, à partir de 30%. Donc, il y a des moins de 30%, je vais avoir une symptomatologie. L'accumulation dans les lysosomes et la membrane plasmique va me donner des symptomatologies dans l'endothélium vasculaire, dans les cellules musculaires lisses, le phénomène d'occlusion vasculaire et ischémie cardiaque, rénale, oculaire, les ganglions spinaux et le système nerveux autonome. Dans l'ischémie cardiaque, je vais avoir un effet cytotoxique, pro-inflammatoire, pro-fibrotique et majoration du stress oxydatif. Le déchet, quand il va se déposer sur les vaisseaux, il va donner les effets là. Donc, dans ma clinique, qu'est-ce que je vais retrouver? Déjà, qu'il y a deux types. Qu'il y a la classique, liée à l'apparition précoce, et qu'il y a la tardive, qui va généralement se limiter à un seul organe. Flatulence cutanée, un des troubles de la sudation, un des angiokératoses, un syndrome de Raynaud et des télangiectasies. Neurologique, ça sera des AVC et des AIT. Donc, on a vu un phénomène d'occlusion vasculaire et ischémie. Avec le dépôt, il va faire des effets cytotoxiques, inflammatoires, profibrotiques et une majoration du stress oxydatif. Donc, on peut se dire que les organes qui reçoivent les artérioles ou les artères, ils vont avoir une symptomatologie à type occlusif. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, qui m'a dit neurologique, AVC, AIT, acroparesthésie, type de diesthésie, de déficit thermoagique, des troubles moteurs. Donc, on a dit bien le système nerveux autonome qui est touché. C'est pour ça qu'on a les troubles de sudation. C'est pour ça qu'on a les déficits thermoagiques, plutôt, voilà, thermoagiques, les troubles de sudation again. Oculaire, la cornée en moustache de ça. Donc, c'est carrément le déchet qui est là en tourbillon et qui va donner un aspect de moustache de chat, la cornée en moustache de ça. Au oral, on aura des surdités de perception, vertigées, acouphènes. Pour le pulmonaire, ça sera des dyspnées et des toux. Le cardiaque, le dépôt dans le tissu cardiaque va donner une hypertrophie du ventricule gauche. Et si ça touche le tissu de conduction, on peut avoir des troubles de conduction. Pour le digestif, ça sera des douleurs, des ballonnements, des diarrhées, des constipations. Et l'exploration, on va retrouver une muqueuse qui est normale. Pour le rénal, on peut avoir des insuffisances rénales. Et dans ce cas-là, ça sera de mauvais pronostics. Et pour le osseux, on va avoir une ostéoporose, ostéopénie précoce qui finit par infiltration. La qualité de vie peut être délabrée et douloureuse. Pour le diagnostic positif, au chani Hender. Donc, si c'est une femme, je vais directement faire l'analyse du gène. Si c'est un homme, je dois d'abord voir l'activité enzymatique. Pourquoi? Parce que la femme a 2X. Donc, l'X, c'est le fait que l'enzyme a une activité naqsa. Donc, c'est généralement les hommes de la famille, quand ils vont exprimer la maladie, on va voir un pourcentage qu'on va aller dépister la femme et voir est-ce qu'elle a le gène ou là. Ça, c'est pour voir plus tard. Est-ce que deux personnes peuvent se marier, le risque d'avoir un enfant avec un Fabry et tout. Alors, pour l'homme, là, on va mesurer l'activité de l'enzymatique. Il est supérieur à 30, je vais exclure le diagnostic et chercher autre chose. Par contre, le cas entre 3 et 30, donc soit inférieur à 3 ou là entre 3 et 30, je vais aller faire l'analyse du gène l'alpha-galactosidase A. Voilà. Donc là, on va aller faire l'analyse du gène. Quand je vais faire l'analyse du gène, soit je vais trouver une maladie, une mutation associée au Fabry tardif, et là je retiens le diagnostic d'un Fabry tardif, ou là du Fabry classique, et là je retiens le diagnostic du Fabry classique. Mais des fois, on peut avoir une mutation qui n'a pas une signification. Donc la signification, elle est inconnue. Et dans ce cas-là, je vais avoir des arguments. Donc je dois voir l'histoire familiale, la clinique, la biochimie, les prédictions in silico de l'expression du variant. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça, to be honest. Mais en gros, on va avoir des arguments et on va discuter, voire même faire des biopsies osseuses
pour retenir le diagnostic. La prof, tout simplement, on fait l'activité enzymatique, on fait le séquençage ADN, donc l'analyse du gène, et on retient le diagnostic si tout est positif. Pour le traitement, on a le symptomatique et le spécifique. Le symptomatique, les angiokératomes, des cryothérapie, électrocoagulation, chirurgie, tout simplement. Pour les accès douloureux, c'est des antalgiques. Généralement, on donne du 2e et 3e palier parce que le premier, ils n'y répondent pas. Ils sont résistants au premier palier. La survenue d'AVC, je vais donner des antiagrégants plaquettaires ou un traitement anticoagulant. Pour la symptomatologie gastro-intestinale, je vais donner le métoclopéramide. Pour la fonction pulmonaire, je vais donner des bronchodilatateurs. L'appareillage auditif, il a une atteinte auditive. Et l'hémodialyse et l'allogreffe dans le cas d'une insuffisance rénale chronique qu'on a blessé de mauvais pronostics. Spécifique, ça sera l'enzyme thérapie recombinante par l'agalsidase alpha et bêta 1 et bêta. Voilà, agalsidase alpha et bêta, 1 mg kg chaque 2 semaines. Ça, c'était pour la maladie de Fabry. Maintenant, on va passer vers la maladie de Niemann-Pick. La maladie de Niemann-Pick, c'est plusieurs enzymes de transport du cholestérol. Donc, le cholestérol, il n'est pas en train d'être transporté correctement. On a le NPC1 et le NPC2 l'imakash. Elle est autosomique récessive. Donc, qui on a le transport cellulaire, donc le cholestérol non estérifié, et il va faire des dépôts tissulaires un peu partout, dans la rate, dans les poumons, dans le foie, ça va donner des hépatosplénomégalies, et la rate aussi, on l'a dit, et le cerveau, c'est surtout l'atteinte neurologique liée à donc ataxie, dysarthrie, dysphagie et démence. Comme on peut voir ici, l'âge du début va conditionner le pronostic et l'atteinte neurologique se dégrade au fil des années. Donc, qui maintenant, l'âge de début conditionne le pronostic. Par exemple, quand on voit l'âge, tout ce qu'on peut avoir déjà à la naissance. Donc, les formes systémiques périnatales fatales. On peut avoir des cholestases néonatales. On peut avoir des acides fétales, des anasarques, des défaillances hépatiques. Et plus on est en train d'avancer, plus les formes neurologiques, donc plus qu'il y a une dégradation. Retard du développement, trouble de la marche, ataxie. Et c'est pour ça qu'on a dit que l'atteinte neurologique se dégrade au fil des années et que l'âge du début va conditionner mon pronostic. Pour le diagnostic positif, en gros, on va faire des bilans biologiques. Tout ça, c'est juste pour voir le retentissement. Donc, ces examens permettent d'écarter les diagnostics différentiels et voir le retentissement. Donc, bilan biologique, cholestase, cytonine, échographie abdominale, spléno-hépatomégalie, la radiographie ou la scanner, je vais voir l'atteinte interstitielle ou alvéolo-interstitielle pulmonaire. Pour l'IRM cérébral, on est généralement normal avec des atrophies cérébelleuses discrètes, atteinte de la substance blanche. On oublie qu'il y a des dépôts, donc qu'il y a des inflammations. Donc, la substance blanche peut être discrètement atteinte. Les explorations ORL à l'aide de la surdité de perception, le EEG à l'aide des épilepsies. Mais, ultimately, ce sera quoi? Le diagnostic positif, ce sera le dosage biochimique spécialisé des oxystérols et l'isosphéngolipides plasmatiques. Et il devra être confirmé par le séquençage des gènes NPC1 et NPC2. Ça sera ça le diagnostic positif. Le traitement qui m'a dit la maladie de Gaucher, le déchet, et donc je vais donner le miglustat. Ça, c'était pour la maladie de Niemann-Pick. Maintenant, pour la mucopolysaccharides. Mucopolysaccharides, c'est plusieurs enzymes qui sont touchées, qui dégradent les mucopolysaccharides. Et donc, le cancer, ils vont se déposer un peu partout et faire leur symptomatologie. Cette type, c'est une maladie qui est autosomique récessive et le diagnostic positif, il se fait par les GAG urinaires, glycosaminoglycanes urinaires. Il faut savoir que le traitement dépend du type et que c'est quelque chose d'un peu trop spécialisé. Elle a juste fait une lecture rapide des types. Donc, voilà. On a fini avec les maladies rares. Vous trouverez le support sur le site de Mycedia et il faut savoir que le support ne remplace en aucun cas le polycope du prof, donc vous allez devoir revoir le polycope. Merci.